Bonjour à tous, merci d'être encore avec nous pour cette avant-dernière session sur l'impact psychologique de la crise qui va probablement nous emporter à de multiples questions et passionnantes. Je laisse la parole à Aurélien. Merci Catherine. Donc l'impact psychologique de la crise. Il s'avère qu'en quelques secondes, quelques heures, quelques jours, nous avons tous perdu un certain nombre de nos repères. Tout le monde probablement se souvient de l'intervention d'Emmanuel Macron. On peut se souvenir de ce qu'on était en train de faire, de l'activité qu'on a arrêtée, qu'on n'a peut-être pas repris tout de suite après. Et tout le monde a peut-être ressenti, physiquement ou intérieurement, la terre trembler un peu, cette impression que les répliques seraient nombreuses, intenses, prolongées et très certainement imprévisibles. C'était aussi cette annonce du premier confinement, la promesse d'une angoisse à venir, la promesse de plein d'angoisses à venir, l'angoisse de la mort, celle d'être affecté par la maladie, peut-être même d'en être affecté un petit peu, puis au bout d'une semaine ou de 10 jours, observer brusquement des signes beaucoup plus dramatiques qui pourraient nous mettre en danger ou nous conduire à l'hôpital. C'est aussi l'angoisse de perdre, ou même plus qu'une angoisse pour certaines personnes qui ont été endeuillées par la maladie ou qui se sont inquiétés. L'angoisse également de mettre en danger, finalement d'être tué ou de tuer soi-même. L'angoisse de la solitude, c'était aussi une annonce pour certains d'entre nous et peut-être même pour nous tous, d'être seul face à soi-même ou peut-être aussi d'être confiné avec d'autres, justement. Ça pouvait être aussi une angoisse pécuniaire, un avenir professionnel obéré, l'angoisse de la fin du monde, une sorte d'angoisse de ruine, d'irréversibilité, d'impossibilité. Bref, une crise qui n'en finit plus de rebondir et de s'étirer, et une crise qui semble affecter durablement le moral des troupes, pour reprendre un petit peu la rhétorique guerrière du président de la République, avec une guerre un peu particulière, puisqu'il y a certainement plus de blessés psychiques que de blessés physiques. Alors comment se manifeste cette angoisse, cette souffrance? Quels sont peut-être les moyens de s'en sortir, de ne pas s'effondrer dans cette situation? Est-ce que cette souffrance est considérée à la fois par les pouvoirs publics, par le corps médical, par l'entourage familial, les amis, la société? Bref, c'est pour essayer d'explorer un petit peu tout ce champ d'atteinte et d'impact du psychisme humain face à cette pandémie que j'accueille aujourd'hui pour discuter de cette thématique autour d'une table ronde. Dominique Mastelli, qui est psychiatre, pédopsychiatre et psychanalyste, responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique du Grand Est. Alors, c'est notamment lui et son équipe qu'on envoie sur les zones d'attentats, les déraillements de TGV, l'attentat à Strasbourg, à Nice, même à Beyrouth. Donc, il a une grande expérience de cette intervention en situation de crise et peut-être il pourra nous dire un petit peu s'il y a un rapprochement entre ces crises-là et la crise que l'on rencontre. Il est également professeur conventionné à l'université et responsable du diplôme universitaire de gestion de crise, avec notamment un travail en simulation. Également pour discuter de l'impact psychologique de la crise, Anne Giersch, qui est psychiatre et directrice de recherche de l'unité de neuropsychologie cognitive et physiopathologie de la schizophrénie. Elle est également directrice de recherche à l'INSERM. Fabrice Midal, qui est philosophe, écrivain, éditeur et qui enseigne la méditation. Et Marie-Frédérique Baquet, psychologue, professeure de psychopathologie à l'Université de Strasbourg et psychanalyste. Pour commencer cette table ronde, je vais laisser la parole à Dominique Mastelli, qui va peut-être nous parler aussi de la temporalité de cette crise et de ce rapprochement qu'il pourrait y avoir entre les autres crises et cette crise en particulier. Je te laisse la parole. Oui, volontiers. Merci Aurélien et puis surtout merci au Forum de bioéthique de m'avoir donné l'occasion d'évoquer ces aspects de psy et des conseils, des conséquences psychologiques de cette crise auprès de la population, mais aussi auprès des diverses sous-populations, les soignants, les personnes en fragilité, car effectivement, on a une crise très particulière. En fait, on a une crise un peu de deux types. La première crise du printemps correspond tout à fait à ce que tu viens de te décrire. Il y a un événement aigu, ponctuel, brutal, dont on peut tout à fait déterminer le début, qui nous frappe. C'est un peu comme le 11 septembre. Tout le monde sait où il était,
qu'est-ce qu'il faisait au moment où il a vu ces images-là. On se rappelle tous comment ça nous est tombé dessus, comment on a réagi et comment on a mis en place les processus psychologiques pour tenter de s'adapter à cette crise. Et ben, ça, nous, on le connaît bien, et tu l'as très bien dit, ça se rapproche des crises de type 1, comme on les appelle, par exemple les attentats, les choses très aiguës, très pointues, et qui se terminent rapidement. Elles nous obligent à 3 choses. Ou à nous bagarrer, ou à éviter cette situation, à la fuir, ou bien entre les deux à rester sidéré. Et là, la sidération, l'effroi, ben ça ouvre la porte d'une psychopathologie qui est celle du stress dépassé. C'est-à-dire que notre stress, qui normalement doit nous permettre de nous adapter, le cœur va plus vite pour nous préparer à courir, notre respiration est plus importante pour anticiper ça, nos vaisseaux se conscrivent au cas où on soit blessé par une bête sauvage, pour qu'on saigne pas trop. Enfin, toutes les hormones qui sont mises en route pour nous préparer au stress, nous préparent à surmonter ce stress aigu, à nous y adapter et à y survivre. C'est une question de vie ou de mort, tu l'as très bien dit. Ça, c'est, je pense, le modèle de ce qui s'est passé au printemps, avec une résolution et des personnes qui en sortent. Donc des personnes, c'est un peu on-off, où on est touché et on tombe, où on n'est pas touché, et d'une certaine manière, on se remet en route, et on l'a vu très vite au mois de juin. La plupart des personnes sont ressorties, ont repris leurs activités, et nous avons rencontré pendant la crise des personnes qui étaient en difficulté. Ça a été l'action des cellules d'urgence médico-psychologique. Le professeur Pierre Vidaillet nous a demandé de créer des dispositifs, Covid-Psy à l'hôpital, dans la population, des lignes d'écoute avec la ville, l'EMS, le département. On a vu que tout le pays, j'ai envie de dire sous l'impulsion du chef de l'État, s'est mis en ordre de bataille, et ça correspondait vraiment à une réponse de crise aiguë. Après une normalisation, l'idée que c'est derrière nous et qu'on reprend le rythme habituel, c'est-à-dire qu'on retrouve notre vie d'avant. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? On a une deuxième vague, et cette deuxième vague, on voit qu'elle ne s'arrête pas. Elle continue. C'est une espèce de lame de fond. Et là, on n'est plus dans quelque chose dont on voit le début et dont on entrevoit la fin. On est dans un autre processus, qui est plutôt un espèce de facteur de stress, d'angoisse continue. Et la réponse, elle ne va pas être la même. C'est pas je me cache ou je fuis, c'est je m'adapte. Je m'adapte au long cours. Ma vie qui existait avant, elle est déstructurée, elle est modifiée, elle est changée. On le voit bien. Conditions de travail modifiées, les étudiants qui changent totalement de vie, qui doivent travailler autrement, voire même qui sont arrêtés, les personnes âgées qui sont maintenues dans leurs EHPAD. Toute la société est en train de se transformer. Et du coup, les processus d'adaptation au stress, ne sont pas de même nature. Ils ressemblent plus à ce que nous appelons des traumas de type 2, c'est-à-dire des traumas continus. Exemple, les enfants qui sont victimes de violences, les personnes qui vivent les guerres. À la longue, on finit par fabriquer des processus comme par exemple, comme je l'ai rencontré à Beyrouth, des personnes qui avaient vécu la guerre et qui savaient qu'à tout moment, elles pouvaient être bombardées. Eh bien, elles sont dans un état d'hypervigilance constant. Elles s'anesthésient. Elles sentent plus, pour ne plus sentir la douleur, elles ne sentent plus les émotions. Mais le problème, c'est que quand on anesthésie ces émotions, on anesthésie toutes ces émotions, y compris celles du plaisir. On se met donc dans un état d'anxiété, de stress continu, voire même de dépression, de dépressivité. Le sommeil se déstructure, se désorganise. On cherche des moyens de s'anxioliser, c'est-à-dire de continuer à aller bien. Parfois, on consomme plus d'alcool, parfois, on utilise des toxiques. Enfin, on cherche des moyens. Et on voit que cette adaptation, elle va fabriquer à la fois une possibilité que ça continue, c'est-à-dire que ce n'est plus une question d'une vie ou de mort, c'est une question de vie, comment je continue à vivre et comment je continue à profiter de mon existence, dont je vois qu'elle est modifiée, qu'elle est changée et qu'elle ne retrouvera pas son état antérieur. On sait aujourd'hui que cette crise longue va changer une génération entière. Il y a ceux qui auront connu ces années de Covid et ceux qui ne l'auront pas connu. Et on ne sera pas pareil après qu'avant. C'est vraiment la crise au sens propre. Il arrive un événement qui nous change, qui a changé notre mode de vie et qui va laisser une trace. Et évidemment, ça fabrique des pathologies anxieuses, des pathologies dépressives. Jusqu'à présent, d'ailleurs, on n'avait pas de signaux forts. Il n'y avait pas beaucoup plus de grandes maladies psychiatriques ou de choses très inquiétantes. Depuis peu, nous voyons certains signaux s'allumer, davantage de tentatives de suicide, un abaissement des gestes suicidaires en âge, ce sont des personnes plus jeunes. Donc il commence à s'installer, il commence à y avoir des effets de cette crise longue. Évidemment, ces symptômes, ces maladies, puisque pour nous ce sont des états de stress post-traumatique constitués chez certaines personnes, eh bien, ils vont relever de soins. C'est pour ça qu'il y a des psychiatres, des psychologues, il y a des outils qui vont devoir s'étaler dans le temps, qui vont devoir aider les personnes, longtemps probablement, d'ailleurs une fois que la crise sera redevenue, sera derrière nous, eh ben on en soignera probablement encore les stigmates pendant longtemps. Tu l'as dit Aurélien, quand il y a une crise, c'est qu'il y a une question de vie ou de mort. Il y a donc des morts.
Nous savons que quand il y a un certain nombre de décès, on peut rajouter un 0 pour le nombre de blessés physiques. C'est ce qui se passe dans les attentats, dans tous les systèmes, dans toutes les situations de crise et de danger. Et on peut encore rajouter un 0 pour les blessés psychiques. Quand tu vois bien qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont déjà décédées, qui vont encore décéder sans doute, il y aura donc des centaines de milliers de malades et de blessés somatiques qui vont garder une empreinte physique dans leur corps, et il y aura probablement plusieurs millions de personnes qui vont garder une empreinte ou un stigmate psychique. Donc nous allons essayer d'épauler et d'aider au long cours, au-delà des mesures sociales, politiques et autres qui vont devoir être mises en place. Merci. Je vais maintenant laisser On reviendra bien sûr sur tous ces éléments-là lorsqu'on passera au débat. Je vais déjà laisser la parole aussi à la deuxième personne qui nous fait l'honneur d'être présente sur site. Et bien évidemment, on passe le bonjour aux deux intervenants qui sont en visio. Anne Guirch, je vous laisse la parole. Oui, merci aussi au Forum de bioéthique de nous laisser évoquer cet impact psychologique, voire psychiatrique, du confinement et de la crise, parce que on en parle, mais il y a des aspects dont on parle peut-être pas assez, et c'est l'occasion d'en débattre. Quand on arrive dans cette crise, on arrive tous avec une histoire différente, avec une vulnérabilité peut-être différente. Les pathologies psychiatriques sont souvent des pathologies neurodéveloppementales, où on peut avoir des anomalies génétiques, environnementales, infectieuses, inflammatoires, et un des facteurs très importants dans presque toutes les pathologies psychiatriques, c'est le stress et l'anxiété. Et le stress et l'anxiété peuvent faire décompenser une pathologie, en tout cas augmenter les symptômes, augmenter l'anxiété, mais aussi d'autres symptômes qui vont aller avec. Et il faut en parler, et il ne faut pas que ça soit tabou. On va parler du deuil sans doute tout à l'heure. Le deuil est tabou peut-être, mais certains symptômes sont tabous aussi. Alors, après ces mots qui sont un petit peu pessimistes, je veux quand même apporter une petite note d'optimisme. On a fait une petite étude modeste sur les effets du confinement, et on l'a faite parce que on avait cette notion du lien entre l'isolement et les symptômes comme les hallucinations par exemple, et on s'attendait à voir augmenter les hallucinations en flèche pendant le confinement, et en fait ça s'est pas passé du tout comme ça. On a retrouvé ce qu'ont retrouvé les autres, c'est-à-dire le stress, l'anxiété, la dépression chez beaucoup des participants de notre étude, mais ces symptômes ont baissé au cours du temps. Cette étude, elle avait été faite en mars, tout au début du confinement, jusqu'à fin juin, et bien sûr maintenant les choses sont un peu différentes, comme le rappelait Dominique Mastelli. Néanmoins, une grande majorité des participants ont su s'adapter. Donc il faut le rappeler quand même, parce que dans la suite, ce dont je veux parler, c'est ces symptômes dont on ne parle pas assez, à mon avis. C'est-à-dire qu'on parle des effets psychiatriques du confinement et du stress, mais il y a manifestement une autocensure à la fois des chercheurs et des psychiatres quand ils parlent aux médias sur les effets sur, par exemple, les hallucinations, tous les symptômes qui sont associés à la psychose. Et pour avoir fait cette étude sur les effets du confinement et avoir participé à une autre étude, j'ai quand même été très surprise des résultats qu'on a eus. On a fait les questionnaires que tout le monde a fait sur la dépression, l'anxiété et le stress, mais on a aussi posé des questions sur les hallucinations et sur tous les symptômes qui précèdent la psychose. Notre questionnaire était fait en ligne, c'est pas du tout un questionnaire diagnostique, c'est un outil de screening. Néanmoins, cet outil permet de repérer des participants qui sont potentiellement à risque d'être dans une phase qui précède la psychose. Et on a été surpris des taux
de prodromes de la psychose. Les prodromes de la psychose, c'est ces petits symptômes qui précèdent l'entrée dans la psychose. Donc on commence à entendre des petits sons tout le temps, ou alors on attribue un sens aux publicités dans la rue, aux messages. On se méfie des autres, on peut sentir des choses aussi avec l'odorat qui sont augmentées, on peut voir des choses que les autres ne voient pas. Et tous ces petits symptômes, on les a observés de façon significative jusqu'à 30% de nos participants. Alors, c'est un questionnaire en ligne, mais on a retrouvé les liens avec le sentiment d'isolement et un isolement plus objectif où on demandait aux participants à combien de gens ils avaient parlé. On retrouve ce lien avec l'isolement et pour avoir retrouvé les mêmes taux dans plusieurs études et pour les avoir vus baisser aussi chez nos participants, heureusement, voilà, ça interroge sur notre vulnérabilité à tous. Pour moi, ça veut surtout dire qu'on est tous vulnérables. Il me semble que la raison pour laquelle on ne parle pas des hallucinations et des symptômes associés à la psychose, c'est parce que, évidemment, ça fait peur, parce qu'on ne comprend pas cette pathologie, mais aussi parce qu'on ne peut pas se projeter dans cette pathologie. On ne peut pas s'imaginer avoir des hallucinations, être délirant. On se voit comme normal et on voit la personne qui présente ces symptômes comme étant de l'autre côté de la barrière, comme étant différente de nous. Et ce que montre cette étude, en fait, il me semble, c'est que il y a ce qu'on soupçonne depuis longtemps, c'est un continuum dans les symptômes qu'on peut observer entre ce qu'on appelle la normalité et la pathologie. Et si on pouvait tirer un enseignement de cette crise, c'est se rendre compte à quel point on est tous vulnérables. Et finalement, c'est un message positif parce que ça pourrait nous aider à déstigmatiser cette pathologie, à en parler. Après tout, quand on est en deuil, très souvent, les personnes ont des hallucinations. Elles croient voir la personne qui est décédée. Elles n'ont pas forcément d'autres symptômes, mais les hallucinations, on les rencontre dans énormément de pathologies, en réalité, dans des pathologies neurologiques. Et en fait, elles sont le signe, elles sont l'indice qu'on a du fonctionnement de notre cerveau. À mon avis, il y a la façon dont on perçoit notre environnement est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. On a toujours l'impression d'être en contact direct avec l'environnement. C'est pas vrai quand on connaît comment la perception fonctionne. Et ce fonctionnement de la perception nous rend vulnérables à voir des choses qui ne sont pas forcément là. Donc cette vulnérabilité, elle est largement partagée. Et encore une fois, s'il y avait un enseignement à tirer de ça, c'est si on a des hallucinations, on peut en parler. On ne devrait pas penser que quelqu'un qui a des hallucinations ou d'autres symptômes est quelqu'un qui est simplement un fou à enfermer. Non, c'est quelqu'un qui a une vulnérabilité, qui a un certain nombre de symptômes. Si cette personne en souffre, s'il n'en souffre pas, pas de problème. J'ai une collègue qui voit des petits papillons, elle est très contente. Il n'y a pas d'autres symptômes, elle n'a pas besoin de consulter. Mais si on a une vraie souffrance, et souvent ces phénomènes hallucinatoires, de même que des éléments délirants ou d'autres symptômes, sont associés à une angoisse majeure. Et s'il y a une souffrance associée, comme disait Dominique Mastelli, les psychiatres sont là pour ça, les psychologues aussi. Il ne faut pas avoir peur de consulter, et ce n'est pas une honte d'avoir ces symptômes, encore une fois. Dans nos études, c'était jusqu'à 30% des participants. Je vous remercie. Merci. Marie-Frédérique Baquet, vous êtes psychologue, professeure de psychopathologie à l'Université de Strasbourg. Vous avez une expérience importante auprès des patients et même et parfois des jeunes patients aussi. Et j'aimerais avoir votre retour vis-à-vis de cette possibilité d'impact psychique fort de la crise.
Bonjour Dominique Mastelli, bonjour Anne Guirch, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler. J'apprécie beaucoup, Anne, que vous souteniez la dimensionnalité, en fait, hein, donc l'approche dimensionnelle, c'est-à-dire continue, au fond, du trouble psychique ou du trouble mental. Et c'est vrai qu'à l'occasion de la fréquentation à la fois des patients qui viennent dans mon cabinet, des étudiants qui sont à l'université, des chefs d'entreprise dans le cadre de l'action de APESA, hein, qui s'occupe justement d'offrir des consultations psychologiques gratuites à des chefs d'entreprise qui sont dans un effondrement à la fois de leur entreprise, mais on voit très vite que l'effondrement gagne aussi toute leur personne. Et puis ensuite mon expérience auprès de mes proches, tout simplement, je vais pouvoir m'exprimer des changements qui ont été perçus dans notre société, et en particulier qu'est-ce qui tient, qu'est-ce qui ne tient pas. Ça, c'est vrai que c'est une question que je me pose et que se posent bien sûr les personnes que j'ai rencontrées. Alors, je vais m'exprimer assez simplement. Du côté des étudiants, c'est surtout l'impression de rater une période de leur vie, période fondamentale pour eux, ou du moins le croient-ils, puisque c'est la période où se créent les liens, où se créent les relations, et les relations plus approfondies qui sont censées perdurer dans leur vie. Donc là, c'est une grande difficulté, et en même temps, les étudiants sont confrontés aussi à une certaine forme d'ambivalence, puisque on leur propose de revenir à l'université, et au fond, on n'a pas 80 ou 90% de gens pour, on a 55%. Ce qui montre que pour les étudiants, ils ont adopté une nouvelle attitude, et pour eux, ça va être encore difficile de changer ce mode d'être. Et comme l'a rappelé Dominique Mastelli, c'est surtout l'incertitude qui les gêne, avec un phénomène assez régressif vis-à-vis de leurs professeurs. Ils ont envie qu'on les rassure, ils ont envie qu'on les tienne au courant, ils adorent vraiment qu'on fasse court et qu'on soit très proche d'eux, car heureusement nous avons eu un mois au mois de septembre jusqu'à la fin octobre, disons, pour les connaître. Mais en revanche, à contrario, ils ne veulent pas montrer leur figure dans la caméra. Donc là, nous, on est aussi frustrés parce qu'on aimerait bien les voir, mais non, la plupart ne souhaitent pas se montrer. Alors bien sûr, on va parler de nombreux affects, voire même des émotions comme la honte. Ils ont peut-être honte de ce qui se passe pour eux, de ce qu'ils éprouvent, de ce qu'ils expriment, mais en tout cas, on voit une forme d'adaptation frileuse qui actuellement donc est dans la plainte. Il y a vraiment une complainte de souffrance chez les étudiants, mais ils ne souhaitent pas quand même qu'on vienne les chercher. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de délicat. Donc là, je pense que c'est à discuter, bien sûr, personnellement avec chacun d'entre eux. Ils nous connaissent, nous les connaissons, et nous éprouvons des difficultés par rapport à eux. Mais bon, nous, on s'adapte en tout cas. On essaie de s'adapter en tant qu'enseignants-chercheurs. Alors maintenant, pour ce qui concerne les chefs d'entreprise, alors là, j'ai découvert à travers APESA, donc, qui est un acronyme et qui est l'acronyme de, en fait, l'approche, l'aide psychologique des chefs d'entreprise en souffrance aiguë. À travers APESA, là, j'ai découvert un autre univers, puisque j'ai rencontré des personnes qui habituellement n'étaient jamais, absolument jamais et résolument jamais dans la plainte, qui consultent assez peu et qui là se sont trouvés à la Chambre du commerce et de l'industrie dans une situation extrême de liquidation de leur entreprise. Donc il n'y avait pas que la situation économique, mais il y avait aussi l'enjeu personnel, l'investissement extraordinaire dans leur activité économique et entrepreneuriale,
et une réaction qui était extrême, que vous connaissez bien en tant que psychiatre, qui est la menace suicidaire. Directe, hein, très très directe. Et donc là, bien sûr, par téléphone, par visioconférence, et comme je suis dans le Bas-Rhin, j'ai reçu ces personnes aussi à mon cabinet, nous avons pu, fort heureusement, bien sûr, en cas de menace non avérée, évidemment, assurer ces entretiens psychologiques pour, je dirais, peut-être un nouveau départ, enfin en tout cas, une récupération des moyens psychologiques et physiques aussi, car il y avait beaucoup de décompensation somatique chez ces personnes. Eh bien, j'ai pu assister donc une dizaine de personnes qui aujourd'hui vont mieux, enfin peut-être jusqu'au prochain confinement. Et encore une fois, il s'est agi pour eux de retrouver en eux-mêmes les moyens psychiques qui existent, mais qui avaient été jusqu'à présent mis en retrait au profit d'une agressivité, pardonnez le terme, mais d'une agressivité entrepreneuriale qui, bien sûr, rencontre le fossé du confinement et de la récession économique. Pour ce qui est des patients, alors là, effectivement, j'ai rencontré deux nouvelles formes, je dirais, qui m'ont conduite à d'abord rencontrer des gens directement sur les visioconférences, alors que jusqu'à présent, il m'arrive bien entendu d'avoir des psychothérapies psychanalytiques en visioconférence avec des patients qui sont à l'étranger, au Liban, en Allemagne, aux États-Unis aussi, en Martinique, en Guadeloupe. Mais là, j'ai eu accès par le biais donc tout simplement Google. Les gens appellent un psychologue dans leur coin et voilà, ils tombaient sur moi, ils m'appelaient. Et donc j'ai commencer directement des psychothérapies par visioconférence, ce que j'ai trouvé tout à fait évidemment nouveau, et en même temps j'ai constaté que le lien avec ces personnes que je n'avais jamais vues, bien sûr, en vrai, c'est très bien établi et qu'il y avait vraiment une forme de travail qui pouvait se mettre en place, qui était un travail très approfondi, un travail de confiance et qui m'a vraiment donné une forme d'optimisme quant au soutien que nous pouvons prodiguer. Et ça, je crois que c'est très important car non seulement c'est propre à la situation de crise, mais c'est aussi, comme vous le savez, une anticipation sur des formes de soutien psychologique et d'écoute que nous aurons de plus en plus à l'avenir, car nous savons très bien que les crises donnent aussi, comme les guerres, lieu à des changements qu'on a appelés progrès, je ne sais pas, mais en tout cas les technologies s'améliorent. Et donc là, à travers cette technologie de la visioconférence, j'ai pu constater que le lien transférentiel, comme on dit en psychothérapie, était d'une très bonne qualité, excellente qualité. J'ai même reçu des enfants que je n'avais jamais vus, mais que je voyais grâce à leurs parents, bien sûr, dans une alliance thérapeutique qui me permettait d'avoir ces entretiens avec eux. J'ai pu poursuivre ces soutiens avec des enfants qui étaient très anxieux. Là, c'était clair que la demande, c'était une demande d'écoute, bien sûr, et d'être plus au clair avec les impressions de stimulation physique, bien sûr, et psychique qui les assaillaient pour la première fois. Donc ça, c'était le travail avec les enfants. Le deuxième type de travail était avec des personnes qui se sont senties immédiatement à risque et qui ont eu très peur. Très peur, donc c'était pas seulement de l'anxiété, c'était de la peur de quelque chose d'extrêmement précis. J'ai également suivi des personnes qui avaient eu, lors de la première attaque, entre guillemets, du SARS-CoV-2, qui avait fait l'expérimentation de la maladie, qui s'étaient retrouvés en réanimation et qui sortaient de réanimation et qui ont trouvé important d'être dans ce lien duel à deux et de pouvoir poursuivre une réflexion, alors, sur la mort, sur l'existence,
Hein, pas juste la vie, l'existence, qu'est-ce qui existait, et ça leur a permis effectivement de se rasséréner et d'être rassurés. Alors, je n'ai pas rencontré bien sûr de décompensation psychotique, parce que là, effectivement, ces gens-là n'auraient peut-être pas consulté un psychologue en libéral, mais en tout cas, si je les avais vus, je les aurais évidemment adressés et accompagnés en psychiatrie avec mes collègues psychiatres. Pour ce qui est, Anne Girsch parlait des phénomènes hallucinatoires, alors là c'est vrai, oui, il y a eu beaucoup de phénomènes de ce type que je rencontrais, dans le cadre du deuil, puisque là ce sont plutôt des hallucinations, enfin des illusions mnésiques, hein, quand on croit revoir son proche décédé, etc. Ça sont des situations que je connaissais bien et que là j'ai retrouvées et qui ont besoin tout simplement d'explicitation, d'échange avec un psychologue qui connaît la problématique des phénomènes hallucinatoires, ou du moins ce que ça enclenche. Et enfin, une dernière expérience encore dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est celle des groupes. Avec le professeur Gilberti, donc nous co-animons des groupes de personnes bipolaires et de leurs proches. Et là, nous sommes tout de suite passés en visioconférence et nous avons eu le plaisir, je dirais, de constater que les groupes continuaient à fonctionner, que les échanges que nous avions étaient toujours aussi denses, aussi riches. Dans les plus petits groupes, donc les groupes de personnes bipolaires, et puis d'autres groupes, des groupes d'endeuillés, des parents qui ont perdu un bébé, qui venait de la maternité de Haute-Pierre ou de Mulhouse. Donc ces groupes-là ont pu continuer également, toujours par visioconférence. Et je peux dire avec vraiment plaisir que ces groupes ont continué. Et bien sûr, on fait des évaluations sur le plan subjectif, c'est-à-dire en demandant aux gens, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de façon anonyme et neutre. Et les personnes sont satisfaites de la poursuite de ces groupes. Donc voilà, pour simplement apporter des notes positives, je trouve que en tant que thérapeute, psychothérapeute français, je trouve qu'en France, on a pu offrir vraiment un soutien, sans parler bien sûr de tout le soutien qui a été apporté à Covipsy par exemple, et dans les plateformes de soutien psychologique ou psychiatrique qui ont très bien fonctionné. Donc je pense qu'avec sagesse, avec bon sens collectif, c'est vraiment du bon sens, avec des supervisions aussi des thérapeutes, ça c'est extrêmement important puisque le thérapeute entre dans la crise lui aussi et il est lui-même touché par peut-être pas par la maladie, mais en tout cas par des proches qui tombent malades ou qui sont inquiets pour leur état de santé. Eh bien, globalement, je trouve qu'on s'en est pas mal sorti jusqu'à présent et qu'il faut poursuivre ces nouvelles expériences et bien sûr en faire la publicité, c'est-à-dire exposer comment on peut se parler, on peut poursuivre nos échanges, on peut poursuivre tous les phénomènes de lien social qui est vraiment, oui c'est vrai, c'est la demande majeure de la plupart de nos consultants, entre guillemets. Ils souhaitent tous retrouver le lien proche, très proche, bien sûr, surtout en France. Il y a vraiment une individuation des façons de se parler, de se toucher, qui est proprement culturellement française. Et tout ceci fait l'objet, oui, d'une quête et d'une nostalgie très intense. Mais à partir du moment où ça peut être partagé par le biais de la parole et de la vision, parce que c'est vrai que cette possibilité de se voir en visioconférence, je la trouve quand même supérieure à celle du téléphone, même si le téléphone, j'y ai eu recours également. Tout ceci nous permet quand même de penser que on peut vraiment pallier l'isolement. Et encore une fois, prendre beaucoup de cette expérience
et en tirer pas des savoirs, mais des pratiques, tout simplement, d'aide, qui peuvent contribuer à faire que la population supporte et en même temps tire de cette expérience, intègre quelque chose de novateur pour elle. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Marie-Frédérique Baquet. Je profite également juste pour dire aux internautes que vous avez tout à fait la possibilité d'intervenir, de poser vos questions, voire même d'intervenir en visio dans la dernière partie de la table ronde. Fabrice Midal, vous êtes philosophe, écrivain, éditeur, vous enseignez la méditation à l'école occidentale de la méditation que vous avez fondée. Nous sommes très nombreux à vous lire et à trouver que votre approche fait du bien. L'année dernière, nous vous avions convié, parce qu'on avait un forum européen de bioéthique qui s'appelait, qui avait pour objectif de poser la question de l'humanité, de quel humain pour demain, et vous aviez fait un livre qui s'appelait 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. J'avais trouvé ça relativement intéressant. Là, je vous ai convié sans savoir qu'en février, vous alliez sortir chez Flammarion un livre qui s'appelle « Comment rester serein quand tout s'effondre ». Donc je pense que votre avis nous intéresse parce que il y a beaucoup de personnes qui vous suivent et il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de retrouver un peu de sérénité avec cette impression d'effondrement. Fabrice Midal, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc je vais avoir le regard du philosophe. Alors c'est un peu différent. Le regard du philosophe par rapport à la situation, c'est d'être frappé peut-être que par une sorte de malentendu sur la sérénité. C'est-à-dire que nous vivons avec l'idée que être serein, ce devrait être ne pas être atteint par les difficultés. Et je crois que nous sommes rendus d'autant plus fragiles qu'on a l'impression que c'est pas normal d'avoir peur, d'avoir mal, d'être inquiet, d'être angoissé, d'être perdu. Or, c'est quelque chose d'extrêmement profond et d'inhérent à toute existence humaine. Et donc, je dirais, la première chose, c'est on croit, je crois que c'est une des choses les plus frappantes. Donc, en fait, j'ai sorti mon livre en septembre, et en février sortira la version poche, qui sortira très vite à cause du contexte. Et donc, j'ai fait pas mal de conférences sur cette question, et je suis toujours frappé de voir qu'il y a un préjugé, un présupposé, que si je vis une épreuve difficile, alors je vais mal, et que si tout va bien, je vais bien. Et je crois qu'il n'y a rien de plus faux, et qu'au fond, toute l'histoire de l'humanité depuis les Grecs, tout ce que nous dit tous les textes de toutes les traditions, c'est non, c'est pas parce que on vit une épreuve, on vit une crise, que ça veut dire forcément qu'on va mal. Être serein, c'est pas que tout aille bien. Être serein, c'est apprendre à faire face aux difficultés, aux crises, aux catastrophes, à la souffrance, et qu'il y a là quelque chose d'un mécanisme qui est extrêmement inquiétant quand on regarde, disons, ce qu'est l'existence humaine. Alors j'étais extrêmement content que Marie-Frédérique Baquet parle de la question « qu'est-ce qui existait ?» Et au fond, il faut se poser la question de « qu'est-ce qui existait ?» Et pour tout le monde, cette question apparaît. Alors on pourrait juste dire que peut-être grâce à la crise, les gens comprennent que c'est peut-être pas nécessaire de toujours prétendre qu'on va bien, que tout est positif, qu'on est des sortes de gens hyper efficaces en tout point, et qu'il y a un modèle de notre société dans lequel il faut que tout soit positif. Et là, je pense que ça aussi, ça participe de l'extrême catastrophe psychique dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes pris avec l'idée que tout devrait être positif. Et en fait, il est temps peut-être de relire Hegel et de comprendre que le négatif est indispensable à l'existence. Alors là, c'est un petit peu savant, essayons d'expliquer ça plus simplement, mais je pense que certains d'entre vous ont des vagues souvenirs de classes de philosophie de terminale, et on vous apprenait à faire une dissertation, et donc il y a une thèse, il y a une antithèse, et il y a une synthèse. Et donc on vous disait en gros, s'il n'y a pas une antithèse à la thèse, ça va être unilatéral, et ça va être statique. Et que dans la vie, le passage par le négatif, le passage par le sombre, par la peur, est absolument crucial à toute évolution humaine. Et au fond, pourquoi Sartre raconte ça de manière assez amusante dans L'être et le néant. Il dit faire du ski, normalement, quand vous êtes en haut d'une piste avec des skis, vous devriez tomber et chuter. Et grâce
au ski, vous apprenez à prendre plaisir de la glisse. Au fond, vous transformez le négatif de la glisse en plaisir. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très simple. Le négatif fait partie de la vie. Nier le négatif, c'est se rendre impuissant. Et donc, on est d'autant plus serein qu'au lieu de ne pas vouloir qu'il y ait de difficultés, de crises, de souffrances, on apprend humainement à exister par rapport aux difficultés. Proust disait « On ne guérit d'une souffrance qu'à condition de l'éprouver pleinement ». Et je crois que ça, c'est très important. Moi, comme je suis un peu médiatique, j'ai été contacté par pas mal de journalistes lors du premier confinement, et leur question, c'était « Quel sera le monde d'après ?» Je me disais toujours « Mais pourquoi vous demandez quel est le monde d'après? Est-ce qu'on ne peut pas déjà commencer à voir qu'est-ce qu'on sent là maintenant ?» Et moi, je ne suis même pas capable de vous dire ce que je sens encore maintenant. Ça prend du temps de savoir qu'est-ce que ça veut dire, la crise actuelle pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que ça implique comme reconfiguration existentielle? Qu'est-ce que ça implique par rapport à ce qui est essentiel pour chacun d'entre nous? On veut aller trop vite, on ne veut pas faire l'épreuve de ce qui se passe, et c'est ça qui revient comme panique, comme angoisse, comme impuissance. Donc, et nous nous trompons du coup, beaucoup nous nous trompons, donc nous, à mon avis, nous nous trompons comme modèle de sérénité. Nous avons un modèle de sérénité statique. Alors il faudrait passer à un paradigme dynamique. La sérénité statique, c'est tout doit aller bien, sinon c'est mal. Le modèle dynamique, c'est comment ça se construit en permanence. En écrivant mon livre, j'ai découvert que les homards, je ne sais pas si tout le monde sait ça, que les homards ont une carapace. Et au bout d'un moment, la carapace, ils s'étouffent dans la carapace, elle est trop petite. Alors ils doivent aller sous un rocher, laisser tomber la carapace pour faire une nouvelle carapace. Pour le moment, elle est étroite, et ils vont sous une roche. Mais avec le discours actuel, nos homards, qui ont une carapace dans laquelle ils sont étroits, on leur dit « soyez zen, essayez d'être calme, essayez d'être positif ». Alors ils essayent d'être positifs, et puis évidemment, ils vont finir par étouffer dans la carapace. Il est beaucoup mieux de ne pas essayer d'être calme, de ne pas essayer d'être positif, de ne pas essayer d'être zen, mais d'essayer de se relier à la réalité telle qu'elle est, et puis d'accepter d'aller sous un rocher, se mettre à nu, et qu'une nouvelle carapace vient. Et c'est ça la crise. La crise, c'est quelque chose finit, et quelque chose d'autre s'ouvre. Et pour apprendre à voir l'opportunité qui s'ouvre d'une crise, il faut être prêt à changer de paradigme, et d'accepter de regarder les choses autrement. Alors j'ai donné des références un peu savantes avec Hegel, par j'en donnais une un peu plus légère, mais au fond c'est peut-être ça, les contes de fées de, par exemple, Hansel et Gretel, que peut-être vous vous souvenez. Hansel et Gretel, ils sont dans la forêt, donc ils sont en pleine crise, là, c'est vraiment la catastrophe. Alors ils voient un panneau publicitaire, belle maison en pain d'épices. Alors ils sont très contents, ils disent on va bouffer le pain d'épices et tout va aller bien. Ça c'est le message, soyez positifs, soyez positifs. Alors ils rentrent dans la maison, ils sont très contents, puis il y a une sorcière qui enferme le petit Hansel et pour le bouffer. Et c'est ça qui est en train de se passer. À force de vouloir que tout soit positif, ben, vous êtes emprisonné. Et heureusement Gretel, elle accepte d'entrer dans l'angoisse. Et parce qu'elle accepte d'entrer dans l'angoisse, elle commence à voir clair. Et vous ne pouvez pas aller bien sans rentrer dans l'angoisse. C'est pour ça qu'on est complètement... Ce qui ne va pas, c'est qu'on veut toujours que tout aille bien. Donc elle rentre dans l'angoisse, et elle se dit ouïe ouïe ouïe. Alors elle a d'abord l'idée de donner un petit os à son frère, pour faire croire à la sorcière qui ne grossit pas, et puis elle a peur, et elle est attentive. Elle est pas... Et puis, vous vous souvenez, à un moment, elle trouve un biais, on doit allumer le feu, elle allume le feu, elle dit qu'elle ne sait pas comment faire, et puis elle pousse la sorcière dans le feu et elle se sauve. Et au fond, c'est très bien, c'est une belle métaphore de quelque chose de fondamental de l'existence. Voilà, il faut réussir à rentrer dans l'épreuve, en faire l'expérience, et la sérénité, c'est pas un état de sécurité totale, complet. La sérénité, c'est un jeu que chacun a inventé entre sécurité et insécurité. Et on a tous besoin de sécurité, mais la sécurité totale, c'est la mort, et l'insécurité totale, nous ne pouvons pas la supporter. Donc il faut réussir à tisser un lien entre ordre et chaos, et ça c'est le travail. C'est ça le travail de la sérénité. C'est comment chacun d'entre nous peut essayer d'inventer quelque chose de cet ordre-là. Et donc, dans mon livre, j'essaye de remettre en cause le modèle stoïcien
qui me semble erronée. Nous vivons encore aujourd'hui avec l'idée stoïcienne de la sagesse. L'idée stoïcienne, c'est l'idée qu'il faut être dans le détachement, que la sérénité, c'est de ne pas être atteint par les choses. Encore, vous voyez toujours cette idée du détachement. Épictète, dans le manuel d'Épictète, raconte son maître lui tord la jambe et lui dit « Si tu continues, ma jambe va se casser ». Le maître continue, dit « Voilà, ma jambe est cassée ». Alors ça a l'air d'être un modèle de sagesse. Je ne ressens rien, je n'ai pas mal, ma raison domine tout. Mais là, mais dans quel monde on vit? Est-ce que c'est réel? Est-ce que quelqu'un peut vivre ça? Évidemment que non. Ça, c'est vraiment quelque chose de complètement faux. Quand on vous tord la jambe, ça vous fait mal. Et peut-être que s'il avait crié, son maître aurait arrêté. Et qu'entrer en rapport à sa souffrance, comme dit Proust, est beaucoup plus sain. Je crois qu'on est égaré par ce modèle des stoïciens, qui est récupéré aujourd'hui par ce que j'appelle, moi, le néolibéralisme psychique, c'est-à-dire cette idéologie selon laquelle je dois être performant sans jamais montrer mes faiblesses, mes imperfections, mon humanité, et qui a là quelque chose comme une démesure fondamentale. Et je crois que la philosophie, mais aussi l'art, mais aussi le bon sens, nous apprennent à oser être des êtres humains, à oser avoir peur, à oser avoir mal, à oser un jour ne pas réussir à se lever de son lit, à oser nos larmes, à oser se plaindre, et de réhabiliter notre humanité. Et réhabiliter le fait de se plaindre, c'est pas de s'y enfermer, mais de garder un peu contact. Et dans ma réflexion, je m'étais dit, mais quand vraiment c'est la catastrophe totale, qu'on n'y arrive plus, quand on n'arrive plus à trouver l'allant de pouvoir faire face, d'apprendre à faire face, parce que ce que j'essaye de dire jusqu'à présent, c'est apprenons comme on peut à faire face en acceptant d'avoir mal et parfois de ne pas y arriver. C'est en acceptant de ne pas y arriver qu'on y arrive. C'est pas en prétendant qu'on va y arriver tout le temps qu'on y arrive. C'est en acceptant qu'on n'y arrive pas, qu'on peut plus, ce que nous apprenait le homard, qu'on transforme. La souffrance, elle disparaît pas d'un claquement de doigts, elle transforme parce qu'on entre en rapport à elle et on la transforme. Mais quand les choses vont mal, je me suis beaucoup interrogé. C'est comme ça que j'étais emmené à relire le livre de Job, qui est un texte étonnant dans la Bible, parce qu'on dirait presque un texte philosophique, qui est un texte qui pourrait ressembler, qui est un grand texte de Job souffre intensément, sans raison, il perd ses biens, il perd une partie de sa famille, il souffre physiquement intensément, et tout le monde vient essayer de donner du sens à ce qu'il a, essayer de lui expliquer pourquoi. Alors soit c'est de sa faute, soit c'est la faute de Dieu, et Job montre à quel point c'est insuffisant. Et ce qu'il aurait besoin, Job, c'est à ses amis, ce qu'il demande à ses amis, c'est de pouvoir être avec lui, de partager une humanité commune, une commune humanité. Pas de trouver une réponse, pas de lui dire qui est coupable, pas de trouver une solution. Le livre de Job nous apprend quelque chose d'autre, et je crois que c'est pourquoi le livre de Job est un livre aussi important, parce qu'il montre qu'à un moment, c'est le partage d'une humanité commune qui est central. Un partage d'une amitié, ou de ce que les anciens appelaient une amicalité, qui me semble absolument centrale. Donc voilà un peu quelques pistes que, en tant que philosophe, je crois important de rappeler. Je crois qu'il est important de repenser une sérénité actuelle pour notre monde et nous dire que, quand même, nous vivons une crise terrible, et depuis que les hommes sont hommes, ils ont tous vécu des crises terribles. Mes parents ont vécu la guerre d'Algérie, mes grands-parents ont failli être déportés et ont survécu par miracle à la déportation, et on peut remonter comme ça jusqu'aux temps les plus anciens. Quelle génération n'a pas vécu des crises et des traumatismes? Et il est temps de prendre appui sur la sagesse de l'humanité qui nous apprend que être humain, c'est apprendre à vivre dans un monde où les crises viennent, où le monde qu'on a connu s'effondre, et qui a là quelque chose comme le sens profond de l'existence. Et voilà ce que je peux essayer de dire. Merci à vous quatre d'avoir posé les jalons de tout ce qui peut se ressentir, en tout cas, d'un point de vue psychologique avec cette crise. Maintenant, place au débat.
Voilà, merci. Merci à vous quatre. Anne Girsch, je voudrais venir vers vous pour savoir un petit peu, justement, dans les populations les plus fragiles, les patients qui souffrent de maladies mentales, telles que la schizophrénie, qui est une psychose dans laquelle vous avez une expérience particulière, comment se manifeste, que ce soit au sein des établissements de santé, mais également au sein de la vie quotidienne chez eux, comment c'est manifesté et comment ils ont vécu cette période si difficile? Donc au début, ça s'est plutôt vraiment bien passé, un peu comme Raphaël, pardon, oui, comme on le disait tout à l'heure, les consultations par visioconférence ont été mises en place très rapidement et les psychiatres étaient tellement inquiets pour leurs patients que finalement ils s'en sont occupés au plus près et que les patients se sont vraiment sentis pris en charge au plus près et qu'ils étaient plutôt contents. Certains aussi disaient eh bien finalement tout le monde est confiné, tout le monde est comme moi maintenant. Donc il y a eu au début, en tout cas, ça s'est passé plutôt pas mal. Hein. Et tous les patients qu'on connaissait qui ont pu être suivis, ça s'est plutôt bien passé, je crois. Après, dans des pathologies comme ça, le stress et l'anxiété a des effets majeurs que les patients ne peuvent pas juste accepter comme ça. Ça donne des symptômes, une angoisse qui va bien au-delà de celle qu'on connaît au quotidien et qu'on peut intégrer. Donc là où on est vraiment inquiet, c'est pour les patients qui ne sortent plus de chez eux ou qui ne veulent plus être suivis, et puis surtout pour les jeunes qu'on ne connaît pas forcément, qui sont dans une situation de stress et dont on sait que c'est un facteur d'aggravation des symptômes et qui risque donc de déclencher un certain nombre de symptômes chez eux tout seuls, et qui auraient besoin d'une prise en charge la plus précoce possible, d'une aide la plus précoce possible. Et c'est pour ces patients-là qu'on est inquiet. Et qu'on commence à voir. Hein. Il y a des décompensations qu'on voit aussi à des âges un peu plus avancés, des vulnérabilités qui existent chez des personnes qui arrivaient à s'en sortir pas mal du tout, mais qui, parce qu'ils sont dans une situation d'anxiété plus importante, eh bien, décompensent maintenant à un âge qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir un début de psychose. Merci. Dominique Mastelli, j'ai une question par rapport à ce que vous avez annoncé tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas été sidérés, vous avez parlé de gens qui ont été débordés, d'autres qui n'ont pas compris ou qui étaient complètement à côté de la plaque, et ceux qui ont été sidérés. Mais ceux qui ne l'ont pas été, ceux qui ont réussi à, je dirais, se battre ou à se défendre, ils se lassent, ça devient de plus en plus long. Est-ce qu'il y a une possibilité que secondairement, ces personnes-là puissent décompenser finalement ? Et oui, c'est possible. Et ça, les psychotraumatologues, entre guillemets, le connaissent bien. Si vous êtes, je rejoins tout à fait ce que disait Fabrice Midal, et on parlera de Job et de Françoise Dolto et du syndrome du homard si un jour on a un peu de temps. Tant qu'on est en action, tant qu'on agit, tant qu'on est acteur, c'est-à-dire qu'effectivement, pas qu'on est indifférent à la crise et à la douleur. Moi, je le rejoins tout à fait. Tant qu'on la vit, on la ressent, mais qu'on la transforme en action, en pensée, et qu'on continue à être sujet, à être acteur, à être humanisé par notre action, on se protège. Sauf qu'évidemment, cette action, elle dépend de l'énergie. Elle va nous sauver dans un premier temps tant que c'est aigu, et comme on le disait tout à l'heure, elle va finir par coûter de plus en plus sur la durée. Je me rappelle très bien, après l'attentat de Nice, il y avait un médecin qui me racontait qu'il avait été sur place, il était avec sa femme totalement sidérée, parce qu'impuissante à pouvoir agir. Elle subissait l'action et ce qu'elle voyait sans pouvoir le transformer. Lui a utilisé ses connaissances médicales
Il est venu au secours, il a travaillé toute la nuit, et 15 jours après, quand il y a eu un après-coup, quand on est passé du présent au futur antérieur, ce qu'aura signifié cet événement, eh bien lui avait réussi à donner du sens après-coup à l'événement parce qu'il l'a vécu comme acteur, et elle se rendait compte qu'elle avait été, non pas subjectivée, mais qu'elle avait été objectisée par la situation. Et donc à la longue, cette action, elle peut épuiser. Et là, on rentre dans ce que les entrepreneurs, les salariés connaissent bien. C'est-à-dire que ce qui fait qu'on surmonte un événement et qu'on est acteur, finit par nous épuiser, être plus fort que nos ressources. Et à un moment, on consomme plus qu'on produit, jusqu'à un moment où il y a un effet de ciseau, et où vous avez besoin de plus d'énergie pour continuer, et vous en produisez moins. Et c'est là la bascule, c'est le terme de décompensation qu'utilisait Anne Giersch, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre qui se retrouve basculé. Et pour reprendre la question du homard, effectivement, on est en situation où le homard est à l'étroit. Alors, pour ceux qui sont un peu bretons, moi j'ai fait l'internat à Brest, donc je connais un peu, grâce à Jean-Jacques Cress, ce que c'est qu'un homard et son mode de vie. Le homard, quand il est à l'étroit dans sa carapace, il se met effectivement à l'abri dans un trou. Sauf que dans ce trou, il cohabite avec... Qui sait? Personne ne sait? Eh bien avec un poisson qui est tapi dans l'ombre et dont il mange les restes pendant toute l'année et qui profite de ce moment de mutation où justement il n'a plus de carapace et où sa carapace est molle pour le bouffer. Ça veut bien dire que cette mutation, elle nous change d'état, mais elle nous fait passer par un état de transition et de fragilité qui peut être un on-off, où on va être transformé, on va être un autre être, on a fabriqué de l'existence, existéré, enfin je ne vais pas revenir, ou bien au contraire, dans ce moment de fragilité, quelque chose nous a bouffé. Et c'est effectivement ce moment de croisement qu'on rencontre dans ces systèmes de crise, et c'est là où effectivement ne pas être seul, partager, et là je reviens à Job, et c'est là où l'humanité, le fait de ne pas être tout seul, fait que évidemment ensemble on sera plus fort. Pourquoi? Parce que dans une crise on a tous des forces, on a tous des fragilités, des faiblesses, sauf qu'on n'a pas les mêmes. Et comme l'humanité nous propose tous les jours une nouvelle crise, eh bien tous les jours, chacun, un d'entre nous, est le plus adapté à la situation. Et c'est celui-là qui va nous garantir notre continuité, et c'est celui-là qui va garantir la continuité de l'humanité. Anne Giersch, je crois que vous vouliez répondre. Oui, comme on a des données objectives, je voulais juste aller encore plus à l'appui de ce besoin de communiquer avec les autres, puisque on a vu que dans les études, d'une part, la détresse psychologique est toujours corrélée au sentiment d'isolement et à l'isolement objectif, et d'autre part, eh bien, ce qu'on a vu pendant le premier confinement, en tout cas, c'est une augmentation en réalité des contacts avec autrui, que ce soit par Internet ou en général, et cette augmentation-là prédisait l'amélioration des symptômes. Donc c'est simplement pour renforcer encore et donner des éléments objectifs en faveur de ce lien et de l'importance de la communication avec autrui. Merci. Alors, on voit aussi émerger, alors c'est un avis que j'ai un peu partagé avec des collègues, mais vous me direz si vous l'avez remarqué, si vous l'avez observé ou pas vous-même, mais cela fait maintenant quelques semaines qu'on entre, comme le disait Dominique Mastelli, dans une période encore un peu plus difficile, où il y a une forme d'épuisement, et où en tout cas, moi j'observe au cours de mes consultations une forme de colère. Ça s'exprime un peu sous une forme un peu classique, et j'aurais voulu demander à Fabrice un peu comment est-ce qu'on pouvait justement cohabiter avec la colère, c'est-à-dire qu'on a bien compris que faire soi les émotions même négatives qui nous traversent, c'est quelque chose qui semble être important, mais la colère c'est quelque chose d'impétueux, c'est quelque chose qui déborde. Comment cohabiter avec elle? Pour répondre à la question, je vais faire un petit... Tout à l'heure a été dit comment on fait entre la sidération et le fait de se battre et de se défendre. Et puis on a parlé de faire une action par rapport à la crise, et qu'à un moment on consomme plus qu'on produit, mais je crois qu'on oublie le point central, ce qui est pour moi la vraie sérénité, qui est ni la sidération ni se battre, qui est le fait d'abord de faire l'épreuve de l'épreuve, faire l'épreuve de ce qui se passe. Et tout le monde a paniqué, tout le monde a mal, tout le monde est en colère, tout le monde est énervé. Et je crois que ce qui se passe souvent, c'est qu'on veut se battre, on veut être acteur, on veut être un sujet. Mais il faut peut-être commencer par entrer en rapport à l'épreuve, entrer en rapport à la douleur.
Du reste, moi, je pense que souvent, les gens vont consulter un thérapeute juste pour pouvoir avoir un espace où ils peuvent entrer en rapport à la douleur avec lequel ils n'ont plus de possibilité d'entrer en rapport à la douleur. Je crois que là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est pas juste. On a perdu le rapport aux émotions, on a perdu le rapport à l'épreuve. L'épreuve fait partie de la vie. Et c'est normal, à un moment, on n'y arrive pas. Et c'est parce qu'il y a un moment, on n'arrive pas, pour quelqu'un qui n'a pas de problème majeur, mais tout le monde, il y a un moment, on n'y arrive pas. Et je pense qu'au fond, la grande sagesse, c'est d'assumer qu'il y a des moments où on n'y arrive pas. Donc la colère, bien sûr, des fois, on est en colère. Et encore une fois, en général, on ne veut pas éprouver la colère. On se met en colère pour ne pas éprouver la colère. On projette la colère à l'extérieur parce qu'on n'arrive pas à en faire quelque chose de sa colère. Mais la colère, il faut l'écouter, elle nous dit quelque chose, elle a sa justesse. Écouter sa colère, c'est pas se mettre en colère. C'est étrange qu'on ne voit pas la différence. Quand je me mets en colère et que je crie contre quelqu'un, et quand ça déborde, comme vous avez dit, c'est bien que ça déborde parce que je n'arrive pas à en faire l'épreuve, à sentir ce qui se passe. Mais la colère, elle vient parce qu'il y a quelque chose qui me semble souvent injuste. Que la colère, elle est une réponse à une profonde injustice. Et donc la colère, j'arrive à la dépasser ou à la transformer, non pas en essayant de me calmer, mais en essayant d'entendre ce qu'elle me dit. Moi, je comprends la provocation que c'est, mais je crois que c'est toujours en entrant en rapport à la douleur qu'on peut la transcender. Pour quelqu'un qui est très malade, dans la cure thérapeutique, comme dans la vie de quelqu'un qui n'a pas de grande souffrance. Mais dans tous les cas, pour tout être humain, vivre, c'est d'être confronté à l'épreuve. Et il y a l'épreuve de la peur, et il y a l'épreuve de la colère. Il y a des colères qui sont saines, il y a des colères qui sont complètement saines. La manière dont nos dirigeants nous parlent, de manière tellement infantilisante, les distinctions entre essentiel, non essentiel, la manière dont on a accompagné le premier confinement en interdisant les gens d'accompagner les morts et en étant de ce que Marie de Henzel appelle le deuil interdit, tout ça, c'est très bien que les gens soient en colère. Il y a quelque chose d'absolument sain, mais la question c'est est-ce qu'on peut faire l'épreuve de ce qu'on sent, est-ce qu'on peut accepter de ne pas être des êtres humains surperformants, mais qui assument la limite de notre humanité. Je crois que c'est ça qu'on a perdu. Et si on ne réussit pas à pleurer, à avoir mal, à être en colère, on n'y arrivera pas. Donc moi, je ne propose pas du tout d'être acteur, d'agir, de se battre, de se défendre. J'invite les gens à pleurer, j'invite les gens à crier, j'invite les gens à entrer en rapport à ce qu'ils vivent. Ça me semble beaucoup plus sain. J'aime beaucoup Sioran qui dit « Plutôt que les sages, je préfère les enfants qui, quand ils ont un problème, se roulent par terre. » J'y vois plus de sagesse. Mais c'est toujours la même idée, c'est que la sagesse vient du fait qu'on entre en rapport à ce qui se passe pour de bon. Et à partir de là, quelque chose peut guérir, quelque chose peut se déplacer. Et encore une fois, et je finis juste là-dessus, je crois à nouveau que c'est vraiment le cœur de ce qui se passe dans le dialogue et dans l'alliance thérapeutique. C'est qu'un thérapeute vous permet, hors de tout jugement, de faire l'épreuve de la douleur qui est la vôtre et de vous permettre d'ouvrir un rapport à elle. Et si c'est ça dans la cure, est-ce qu'on ne peut pas comprendre que ça, plus amplement, c'est le rapport humain par excellence, et est-ce qu'on peut aller jusqu'à entendre que nous avons perdu collectivement dans une sorte d'idéal qui nous est montré de ce que c'est un être humain accompli, on a perdu ce savoir-là aujourd'hui. Parce que nous sommes prisonniers d'une vision techniciste où il y a un problème, il doit y avoir une solution mécanique pour essayer d'aller mieux. Ça ne marche pas comme ça. Et on n'entend que ça. On n'entend que ça. Vous allumez la télévision, on vous parle que comme ça. Et là, il y a quelque chose comme un défaut de rapport à l'existence humaine qui est abyssal. Et c'est ça qui va gangréner notre société. C'est pas le manque de technique pour aller bien, c'est le manque d'adresse authentique à ce que ça veut dire qu'exister dans l'épreuve que c'est pour chacun d'entre nous. Et il n'y a pas un être humain pour qui exister n'est pas une épreuve, sauf ceux qui passent à côté de leur vie et qui se mentent à eux-mêmes.
Merci. Marie-Frédérique Baquet, j'avais une question. Dans mes consultations à moi, je vois beaucoup de couples en fait qui vivent ensemble, qui font du télétravail. Et parfois, ils viennent séparément, souvent des femmes, bien sûr. Et finalement, c'est relativement catastrophique en termes relationnels, avec plus de libido, plus vraiment de contact. Et c'est là où on s'aperçoit que la présence de l'autre, la vie sociable est extrêmement importante. Est-ce que vous avez, vous, dans vos consultations ou dans vos demandes de téléconsultation, des situations un peu comme ça difficiles d'une vie commune, finalement, qui est devenue... où l'amour, tout à coup, s'est transformé n'est plus magique? Oui, bien sûr. Donc, pour revenir, merci beaucoup pour cette proposition. Pour revenir sur ce qu'on disait précédemment, disons que l'espace thérapeutique est le seul lieu où il n'y a pas donc de jugement, ça c'est très clair, mais il n'y a pas non plus d'injonction. C'est-à-dire que ici, on ne demande pas à la personne d'avoir tel comportement, de prendre tel traitement ou de se comporter de telle façon. Donc ça, c'est la première chose. Et je voulais également rebondir sur le rôle de la télé. Ça m'a beaucoup frappé de voir pendant cette période qui date donc du 17 mars 2020, de voir qu'à ce moment-là, la télé qui était un personnage domestique qui fait partie de la famille, littéralement, qui est la fenêtre sur le monde, bien sûr, mais qui est aussi quelqu'un donc, qui envoie des injonctions. Et alors là, il y a eu une sorte de bizarrerie à la télé, c'est tous les soirs, ce dénombrement des morts de la Covid. Et là, j'ai été frappée par quelque chose qui était que, en fait, c'est comme si finalement, d'habitude, quand tout va bien, il n'y a pas de mort. Il n'y en a pas, car à la télé, on ne parle jamais des morts qui ont lieu tous les jours. Or, quotidiennement, il y a environ entre 1600 et 1700 morts. Voilà. En France, en 2019, il y a eu 612 000 morts. Donc, la télé, à partir du mois de mars 2020, nous apprend qu'il y a 500, 600, 700, jusqu'à 1000 morts. Donc, je crois que le sommet, malheureusement, de cette courbe de mortalité a été autour du 1er avril. Hein. J'ai regardé les statistiques de l'INSEE. Donc, on nous a dit, oh là là, horreur, il y a 1000 morts. Oui, mais sauf qu'il fallait rappeler qu'il y avait 1000 morts en plus des 1700 morts habituels. Et donc, bien sûr, en fonction des saisons, on sait qu'il y a une variation de la mortalité, mais ce qui m'a frappé, c'est que tout à coup, nous avons appris qu'il y avait des morts tous les jours en France. Et de ces morts, il n'était jamais fait mention. Donc d'un seul coup, la télé qui était si familière est devenue donc a pris un ton impérial qui a donc exigé tel ou tel comportement, qui a appris à tout le monde que oui, il y avait une certaine mortalité en France, qui nous a montré des images qui étaient extrêmement traumatogènes quand même, et qui nous fournissait, entre guillemets, à la fois des réponses à suivre et en même temps de très grandes contradictions. Donc c'est vrai que par rapport à cet univers domestique qui était maintenant gagné par la mort, puisque tous les soirs on nous disait qu'il y avait tant de morts à déplorer. Donc cet univers domestique, finalement, on était chassé de notre propre univers domestique. C'est-à-dire que ce qui permettait avant de se réunir et de faire parler la télé pour faire parler les gens, parce que ça se passe comme ça en réalité à la table familiale française, la télé parle et les gens captent des éléments pour se parler entre eux. Et c'est un mode de communication qui est, de mon point de vue, assez dommageable. Mais là, donc dans le milieu familial habituel, d'un seul coup, la télé a extériorisé donc la mort qu'elle a amenée à la table des familles qui se retrouvaient ensemble, qui plus est dans cette proximité non désirée, car on parle du confinement et bientôt je vais arriver à la question des couples, bien évidemment. Donc la famille a découvert d'un seul coup la mort
en mettant le couvert, si j'ose ce jeu de mots douteux, mais de plus, donc, le confinement a amené chacun à encore apporter dans l'univers domestique sa vie au travail. Ce qui n'est pas du tout la même chose, car chacun d'entre nous est certainement très différent au travail et à la maison. Donc en fait, en termes d'identité, comme vous le savez, nous avons chacun d'entre nous à constituer une cohérence dans notre identité et même en général une continuité, et puis des principes, des valeurs qui globalement devraient être à peu près les mêmes. En tout cas, continu et cohérent. Or là, nous avons révélé à nos proches, donc nos conjoints, notre famille, nous avons révélé notre identité professionnelle, qui n'était pas du tout la même que l'identité familiale, enfin parce que nous avons chacun des rôles dans lesquels nous nous glissons plus ou moins, mais ces rôles, ce sont des représentations de nous-mêmes, en fait, que nous nous faisons et que nous offrons aux autres. Donc, dans ce cadre, et surtout dans le cadre donc des couples qui étaient eux aussi confinés à la maison et amenés à révéler leur identité professionnelle, eh bien, il y a eu, alors là, des crises supplémentaires, des éléments de rupture qui se sont produits, et bien sûr qu'il y a eu beaucoup plus de demandes, comme vous le soulignez, de consultation. Alors encore une fois, la consultation, en tant que psychologue, je n'y mets pas forcément quelque chose qui traiterait, et c'est normal, du médical. Bien sûr, je prends en compte le corps, je prends en compte les maladies et les expressions somatiques, bien évidemment, mais je m'attache surtout à discerner les difficultés psychologiques et les difficultés du lien, hein, sans parler des difficultés personnelles, de la personnalité. Donc là, évidemment, à deux, voire en famille, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de familles qui ont demandé des consultations. Nous avons essayé, en période de crise, comme le disait Dr Mastelli, exactement, d'essayer de remettre en place quelque chose, mais en pleine crise, et qui plus est dans une crise qui dure. Donc ça a été assez difficile, et en même temps assez intéressant pour tout le monde, puisque des familles, des couples ont découvert ce qu'était un espace thérapeutique et ont pu y trouver des intérêts. Et encore une fois, on a une vision sur ce qui reste. Hein, bien sûr, ceux qui partent et qui disent « Ah ben non, je reviendrai plus jamais parce que c'est pas du tout mon style », ceux-là, je peux pas les poursuivre pour savoir pourquoi, etc., etc. Mais avec ceux qui sont restés, on a pu remettre au point carrément des limites, car c'est une question de limite, c'est une question de représentation sociale, c'est une question de rôle, c'est une question de statut, et tout ceci a pu être à nouveau partagé dans le cadre de cet espace thérapeutique, où le thérapeute est accueillant de toute chose, non jugeant, et surtout ne fait aucune injonction, si ce n'est, on utilise la parole, c'est la parole notre médiateur, et la seule injonction, c'est, si possible, exprimez-vous librement. Et donc, voilà, c'est une bonne option, je trouve, thérapeutique dans cette période de crise. On va voir, maintenant, on est dans l'innovation, hein. On va voir ce qui va se passer après. Merci. Juste avant de laisser la parole aux internautes, j'avais eu encore beaucoup de questions, mais je voulais quand même encore poser une question à Dominique Mastelli. À la différence, je vais peut-être lui demander de remettre un petit peu la casquette du responsable de la cellule d'urgence. À la différence des attentats ou des accidents, là, le nombre de blessés, peut-être que c'est moins aigu, hein, c'est possible, mais en tout cas, il va être beaucoup plus important. C'est bien sûr, en termes d'équipe, c'est impossible à gérer, j'imagine. Quelle attitude avoir? Est-ce que les proches peuvent jouer un rôle? Quel rôle? Et surtout, qu'est-ce qui doit nous inciter à aller pousser la porte d'un psychiatre ou d'un psychologue pour aller chercher de l'aide? Alors je vais donner les verges avec lesquels je vais être battu par mon collègue Mida, mais effectivement, je pense que tout le monde peut transformer une peur en action.
Et c'est vrai que les millions de personnes qui sont en souffrance et qui ont été mis à mal ne vont pas être suivies, accompagnées, prises en charge par des psychiatres et des psychologues. Impossible. Vous voyez que la ville de Strasbourg a donné les moyens pour que le CAMU dispose d'un équivalent temps plein de psychologues de plus pour l'ensemble des étudiants. C'est très bien, mais ça ne pourra jamais absorber, évidemment, les demandes, parce qu'on est à un autre niveau. Il faudra bien qu'il y ait des réponses qui soient autres. Le premier acteur, effectivement, c'est celui qui est à côté de nous. C'est celui qui nous connaît, qui nous aime. C'est celui sur lequel on peut s'appuyer parce que quand il a eu une difficulté, on l'a aidé. On a été là, et ben cette fois il est là pour nous. C'est les générations qui vont s'aider entre elles. C'est ceux qui travaillent pour ceux qui ne le peuvent pas. C'est les plus jeunes qui produisent de l'énergie pour ceux qui sont plus âgés. C'est les plus fragiles qui vont profiter. Et ben c'est tout ça qui fabrique une société. Enfin, par définition, ce qui va le plus soigner les personnes en souffrance, c'est notre société et c'est notre modèle, je pense, de société tel qu'il est. Et je dois dire, on doit en être fier chez nous, qui s'appuie sur le fait qu'il y a une solidarité nationale, que cette solidarité, elle va au-delà de la question de la nation, que dans les moments de crise, et ça a été très bien dit, on se rappelle qu'on est Homo sapiens, que Homo sapiens, il meurt, que tous les jours, il meurt 1700 personnes. Ça nous a rappelé cette crise, notre mortitude, pour reprendre un terme un peu adolescent. C'est ça dont on ne veut pas entendre parler au quotidien. On ne veut pas, tous les jours, entendre parler qu'un jour, ça se termine assez mal, cette histoire. Que notre corps, qui est le corps de la vie et de la mort, ben, il est aussi le corps de l'amour. Vous avez remarqué, pendant le confinement, tout le monde a dit il y aura un baby-boom parce que les gens sont confinés en couple. Ben, pas du tout. Là, j'ai entendu, j'ai reconnu l'oreille, enfin la bouche de la gynécologue. Il n'y a pas eu de baby-boom et il n'y aura pas de baby-boom. Parce que cette situation est un tue-l'amour. Et pas seulement parce qu'on est au quotidien avec sa femme. Parce que ce qui fait qu'on est attiré, c'est bien parce que des fois, on n'est pas ensemble. Parce qu'il y a des discontinuités et on revient. Parce qu'on se découvre et qu'on ne se connaît pas vraiment. Eh bien, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense qu'effectivement, il va y avoir des solutions qui ne sont pas du côté de la psychologie, que nous sommes un des acteurs, que notre fonction, c'est d'intervenir quand effectivement les symptômes, la douleur deviennent des maladies, parce que nous sommes qu'à un cas. Moi, je suis médecin psychiatre, hein, je soigne des personnes qui souffrent de maladies et de symptômes. J'essaye d'aller au-delà et de repérer qu'effectivement, une maladie psychique, c'est pas seulement une entité nosographique qui rentre dans le DSM, hein, c'est quelqu'un qui vient me voir, qui a besoin de quelqu'un d'autre que lui pour aller mieux et pour imaginer que demain sera meilleur que hier. Anne Guirch, vous vouliez rajouter quelque chose, je crois. Si je peux me permettre de compléter un tout petit peu, je pense qu'une vraie difficulté pour quelqu'un qui a un proche qui ne va pas bien, c'est de savoir à qui s'adresser, en fait. Parce que la gravité de l'état du proche est difficile à évaluer, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut affronter soi-même ou est-ce qu'il faut consulter? Donc, en fait, les plateformes téléphoniques sont un peu faites pour ça, quand même, aussi, pour justement essayer d'orienter. Donc, je pense que quand même, un proche qui serait inquiet est légitime à appeler, au moins pour savoir où s'adresser, parce que c'est quand même la première difficulté en psychiatrie. Il y a tellement de situations différentes que c'est un petit peu compliqué. Maintenant, place aux internautes. Alors, je crois que nous avons une question en ligne, en visio. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Est-ce que voilà, pardon, excusez-moi. Déjà, merci pour la qualité de vos interventions et la complémentarité qu'on peut y trouver. Je voulais rebondir sur le propos de Anne Guirch, mais peut-être par une interrogation naïve ou triviale. Est-ce qu'on peut voir un lien ou un parallèle entre les tendances à la hausse que vous évoquiez, prodromiques de la psychose, des hallucinations, peut-être un sentiment de persécution parfois, ou à tout le moins le sentiment que des gens, des décideurs n'ont pas seulement l'intention de nous faire du bien, je dis ça avec plein de guillemets, et donc ce phénomène un peu collectif ou psychosocial, réactif en tout cas, d'adhésion à ce qu'on nomme communément la théorie du complot. Est-ce qu'on peut invoquer donc une dimension d'analyse un peu plus
complémentaire, intrapsychique à ce phénomène qui mêle un peu justement colère, sans doute en partie légitime au moins, et aussi désaccord et renarration de ce que nous vivons. Oui, il faut rentrer dans le détail de la physiopathologie en psychiatrie, là, mais les hallucinations peuvent relever de différentes psychopathologies, et les théories du complot, c'est des théories construites auxquelles tout un chacun peut adhérer à un moment de sa vie. Et je ferai quand même une distinction entre ces croyances-là et le fait de développer des symptômes qui sont les prodromes, donc les symptômes qui précèdent l'entrée en psychose avec des hallucinations ou en tout cas pour la schizophrénie, c'est distinct. Après, en termes de mécanismes, on peut penser qu'effectivement, en étant très prudent, pour les mécanismes délirants en général, en fait, il y a plusieurs mécanismes décrits. Et l'un des mécanismes, c'est pas le seul, hein, c'est le fait de ne pas se confronter à l'opinion d'autrui. Et je fais référence là à de très vieilles études, en fait, qui ont été faites pour préparer, je sais pas, des expéditions polaires ou des expéditions sur Mars, où on mettait des gens super sains, tout seuls, à 2 ou 3, dans des environnements clos, et on voyait émerger des éléments délirants, et notamment une méfiance vis-à-vis de l'autre. Effectivement, on peut penser que dans certaines configurations de confinement, même si parfois les contacts ont augmenté, il y a pu avoir des conditions qui ont permis l'émergence de croyances particulières ou de méfiance vis-à-vis de l'autre. C'est une réponse nuancée, j'espère que c'était suffisamment clair. Merci. Nous allons... Une chute de téléphone. Nous allons pouvoir commencer sur les questions aussi des internautes. Alors j'ai une question de Magali. Comment faire son deuil Non, attendez, pas du tout. Comment faire son deuil en période de crise sanitaire? C'était pas par celle-là que je voulais commencer, si tu me permets. Quelles sont les conséquences pour les enfants de voir les adultes fragiles et inquiets? On va laisser la parole à Dominique, oui. C'est le pédopsychiatre qui va devoir reprendre sa casquette. En fait... les enfants, vous savez très bien, n'ont pas d'idée préconçue de ce qu'est le monde. Alors ça va le pareil, je vais donner de l'eau au moulin. Et ils vont découvrir le monde comme il leur est présenté, avec la signification et le sens qu'il leur est présenté par ceux qui comptent pour eux. Alors, classiquement, les figures parentales. C'est-à-dire qu'un enfant qui va croiser le regard de sa mère pétrifiée, terrorisée, atterrée, va enclencher tous les systèmes de protection en disant c'est dangereux. Il va reconnaître la tranquillité, la sérénité, l'adaptation à la situation, même l'inquiétude, hein, mais que cette inquiétude, elle a du sens, elle lui est racontée, elle lui est parlée, et bien lui aussi va rentrer dans ce processus-là. Vous voyez que, là on l'a vu dans les premières consultations de mars, la plupart des symptômes qu'ont présentés des enfants étaient des symptômes qui leur étaient propres. Il ne s'agit pas de désapproprier l'enfant de son symptôme. Mais il était toujours pris dans le symptôme ou le vécu des personnes qui ont compté pour lui. Ça veut dire que ce soit après un attentat, après une crise, le fait de raconter, représenter, d'aider l'enfant à signifier les choses, à le dessiner, à dire ce que lui a compris, a pensé, que ceci soit confronté à un autre. Et là, je rejoins Anne Girsch. Il y a un autre qui dit, qui pense, qui me renvoie quelque chose et qui me permet de fabriquer ma propre pensée, mon propre vécu. Et bien ça, c'est protecteur. Ça permet de traverser l'événement et de se fabriquer et de se construire et de faire qu'effectivement, cet événement, même dramatique, eh ben, il a constitué quelque chose pour nous. Il nous a fait exister un peu plus et un peu autrement. Merci. Fabrice, peut-être cette question vous est directement posée. Comment faire son deuil en période de crise sanitaire quand seulement 30 personnes aux obsèques étaient acceptées? Ça, c'est une question... Enfin, je voudrais juste, avant de répondre à cette question, je
voulais dire un mot de ce qui a été dit juste avant. Je crois que c'est absolument central, c'est ça dont je parlais. Aider l'enfant à symboliser, à écrire, à parler, à explorer, à dire. Mais nous, adultes, nous devons faire la même chose. Nous devons apprendre à dire, à explorer, à éprouver ce que l'on vit. Et au fond, c'est ça la réponse pour la question du deuil. Après, j'invite tout le monde à lire le livre sur le deuil interdit de Marie de Hendzel. Mais c'est quelque chose d'abyssal. Moi, je pense que quand le Premier ministre a dit qu'on ne pouvait pas enterrer les morts, il a touché un interdit anthropologique que nous n'avions pas touché et qui est au cœur quand même de l'Antigone de Sophocle. C'est quelque chose d'abyssal. Et donc là, il s'est passé des choses extrêmement poignantes et difficiles. Ceux qui ont pu encore enterrer leurs morts à 30, c'est quand même moins pire que ceux qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs morts. Et je crois qu'on a besoin, je ferai la même réponse qui a été faite avec les enfants, on a besoin de trouver des rituels, de trouver des gestes, de faire de trouver des formes de cérémonie, mais nous ne pouvons pas vivre comme si nous étions des robots, ça n'est pas vrai, ou comme des consommateurs producteurs, nous sommes des êtres humains, et je rejoins ce qui a été dit. C'est apprendre à exister, apprendre à faire les preuves. Et donc, ça peut trouver une manière de faire une célébration pour la personne qui est morte. Apprendre à honorer le lien qui nous lie à elle. Et personne ne peut nous dire ce qu'est ce lien. Et c'est, encore une fois, en faisant l'épreuve de la douleur, que quelque chose peut, c'est pas certain, mais peut se transformer. Et donc, c'est toujours... en remettant de la dimension profondément humaine dans un monde qui en est terrorisé, qui l'importe. Au fond, ce qu'on a beaucoup dit, et ce qui me semble central, c'est pourquoi on a à ce point peur de la dimension humaine. Merci. Quelqu'un voulait peut-être rebondir sur cette question précise ou on a une nouvelle question aussi des internautes. Quelle est la conséquence de la crise sur les patients atteints d'addiction et comment les aider, sachant que les consommations les aident à tenir moralement? On va demander d'abord à Dominique Mastelli, puis ensuite également prendre l'avis de Marie-Frédérique Baquet. Alors oui, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, la question des addictions a été centrale dans cette crise. Au printemps, d'ailleurs un peu différemment que maintenant, puisqu'au printemps, la question de l'accès aux produits a été très modifiée. On a vu des consultations par la suite qui ont beaucoup augmenté. Le professeur Lalanne serait mieux placé pour moi pour en parler. Mais effectivement, ça a été une mise à l'épreuve très importante. L'aide, par définition, elle est encore plus difficile d'accès et avec un problème qui est d'autant plus important. Et là aussi, il y a le croisement. Alors, il faut insister sur le travail qui est fait par l'Exapa. Il y a des centres spécialisés d'addictologie à Strasbourg. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg, dirigés par le professeur Lalanne, proposent des consultations, ont ouvert des accueils spécifiques, être orienté vers des professionnels, repérer que c'est pas encore moins que d'habitude quelque chose à juger, mais encore plus que d'habitude quelque chose à donner du sens pour accompagner à comprendre quelqu'un et qu'effectivement aider quelqu'un qui a un problème d'addiction, c'est pas aider un toxicomane, c'est pas aider un addict, c'est aider un homme, une femme. C'est être autre pour lui, c'est être quelqu'un d'autre, parce qu'un jour peut-être ce sera lui, notre quelqu'un d'autre, et c'est sur lui qu'on s'appuiera. Donc effectivement, c'est une question qui a été encore plus pointue ici, et qui montre bien que le travail de fond qui est fait par les centres de consommation à moindre risque, l'accompagnement des patients, les consultations spécialisées, le rapprochement de la dictologie et de la psychiatrie et de la psychologie, sont des pistes qui doivent, et notamment sur notre territoire, ça a été beaucoup fait, et peut-être plus que dans d'autres villes à Strasbourg, avec des débats polémiques et des questions éthiques qui ont été extrêmement pointues, je crois aujourd'hui, montrent toute leur pertinence. Marie-Frédérique Baquet. Oui, alors c'est vrai que dans certains établissements, en particulier pour résidences pour personnes plus âgées, un certain nombre se sont rabattus sur l'alcool, sur tout ce que ça peut aussi amener comme sortie, comme contact spécifique caché, etc., comme si c'était une nouvelle
véritable aventure. Là, c'était bien évidemment avant tous les phénomènes addictifs qui, eux, ont des conséquences beaucoup plus graves. Donc oui, il y a eu ce type d'addiction. Il y a eu chez les ados, bien sûr, la possibilité de se faire livrer cannabis, etc. Là, je verrais ça sous la forme plutôt des histoires, des petites histoires du confinement qui permettent un petit peu comme le système D pendant la Seconde Guerre mondiale, qui donnent de la vie quelque part. Mais bien sûr, les gens finissent toujours par tomber dans le piège de l'addiction. Donc voilà, il y a eu une très grande franchise en tout cas à ce niveau-là, puisque j'ai été témoin, en quelque sorte, on m'a révélé un certain nombre de phénomènes d'alcoolisation et de recours, bien sûr, au cannabis et à d'autres substances. Mais pour revenir sur le deuil, alors là, c'est vrai qu'en tant que praticienne, je dirais depuis tellement d'années, j'anime des groupes d'endeuillés et je suis vraiment spécialisée dans ce domaine. Alors là, c'est vrai que ça a été le bout du monde, vraiment terrible pour la plupart des gens, parce que le dernier point anthropologique qui est donc tout ce qui concerne la symbolique de l'accompagnement du mort vers l'autre univers qu'on appelle au-delà ou en deçà. Donc ça a été vraiment impossible. Et ce qui m'a vraiment choqué au début, avant donc la décision heureusement du CCNE de revenir en arrière, avant que le CCNE propose au gouvernement de revenir en arrière sur les interdictions d'accompagner les morts, mais d'abord les mourants. Avant ça a été vraiment là la déploration pour beaucoup de gens. Ça a été vraiment l'horreur pour beaucoup de gens. Et surtout, ces personnes ont dit qu'irréversiblement, elles ont raté quelque chose par rapport à leurs défunts et que jamais elles ne pourront rattraper ce qu'elles ont pu rater de l'accompagnement. Donc ça, là, vraiment, il y a eu besoin vraiment d'un soutien à ce niveau et de pouvoir se sentir, oui, vraiment accompagné en cela, parce que ces rituels qui ont pour fonction, comme vous le savez, publiquement, de révéler le passage d'un vivant, d'un membre de la collectivité vers l'autre monde, et qui nécessite des témoins. C'est à cela que ça sert, le rituel. Eh bien, il a été renfermé, donc encore une fois, dans l'espace domestique. Alors décidément, cet espace domestique, donc on a vu qu'il accueillait les morts de la France tous les soirs, mais en plus, au niveau rituel, il a accueilli également des espaces tout petits, mais qui étaient réservés donc aux défunts, car il y avait un certain nombre de défunts. Donc vous voyez que cet espace domestique a été littéralement envahi et que parfois d'ailleurs on ressent l'espace thérapeutique comme l'endroit de la purge, c'est-à-dire qu'on va amener les surplus qui se trouvent dans l'espace domestique vers l'espace thérapeutique qui va les transformer, car effectivement par la parole, il y a une transformation des représentations ou même de l'irreprésentable, dans le cas des traumatismes, en quelque chose de parlé d'abord et qui va amener la pensée. Car c'est contre-intuitif, en fait, la parole a d'abord lieu et c'est seulement après que va venir la pensée. Donc, le fait de pouvoir s'exprimer spontanément va permettre donc l'extériorisation à travers le média qu'est le langage, et ensuite il va pouvoir cette parole va pouvoir être repensée dans le cadre sécurisé du thérapeute. Donc pour ce qui est du deuil, j'ai effectivement reçu alors des personnes qui venaient parler de l'absence, qui était donc redoublé par l'absence de rituel. Et d'autre part, ce qui était vraiment singulier, c'était dans le cadre des groupes en visioconférence, le fait de pouvoir parler de l'absence ensemble. Et au départ, ça paraissait totalement incongru, parce que vous le savez bien, en France et en Occident, la mort est devenue privée,
très individualiste et très privé, et on a carrément été amené à rétablir des liens sociaux autour de la mort qui, au fond, anthropologiquement, doit être publicisé et justement donner lieu à témoignages. Donc là, on a fait ça dans le virtuel, si vous voulez, mais il est clair que ça ne va pas remplacer le fait de pouvoir faire la cérémonie en vrai. Donc là, on s'est fait beaucoup de promesses. Beaucoup de gens ont fait la promesse qu'ils renouvelleraient par le biais d'une cérémonie collective les rites de deuil qui avaient manqué. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes me disent qu'elles ont quasiment renoncé à refaire cette cérémonie. C'est assez terrible parce que on attendait donc le 2 novembre, donc la fête des morts, pour refaire cette cérémonie. On n'a pas pu le faire. Quand je dis on, c'est bien sûr les personnes avec qui nous en avons parlé n'ont pas pu le faire. Donc là, il y a un manque terrible, et c'est vrai que de report en report, c'est très difficile aujourd'hui d'imaginer qu'on va pouvoir de nouveau remplacer quelque chose qui n'a de toute façon pas eu lieu de façon irrémédiable. Donc effectivement, on peut faire appel à toute notre imagination, à notre manière, comme le disait Claude Lévi-Strauss, de bricoler nos rites, parce que là, il y a un impensé, il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Donc voilà, bien sûr qu'on va réussir parce que les Homo sapiens sont quand même très très intelligents et très créatifs. On va certainement trouver quelque chose, mais il faut le trouver d'urgence. Merci. J'ai une dernière question qui permettra de faire une conclusion, peut-être sur cette séance passionnante. Et je demanderai à chacun d'être très court, puisqu'on est déjà très en retard. C'est Hugues qui pose cette question. Être privé de culture de restaurant accentue-t-il les traumatismes psychologiques? Alors, je laisse la parole d'abord à Fabrice Midal. Absolument. C'est la catastrophe. Être privé de culture, c'est catastrophique. Et pas seulement être privé de culture, mais entendre la manière dont la culture est considérée comme absolument accessoire, comme quelque chose qui viendrait après l'essentiel, c'est une attaque irrémédiable à notre existence, et c'est une attaque dont nous ne nous remettrons absolument pas, qui est une faille absolue quant à la vie humaine. Et c'est pas tant qu'on est privé de culture d'aller au théâtre ou au cinéma, c'est le message général qui a été donné et qui est donné, que ce qui compte, c'est l'activité économique et que la culture ne sert à rien. Et ça, nous ne nous en remettrons pas. Je voudrais ici rappeler que Charlotte Delbo, qui a été à Auschwitz, a donné un repas pour avoir un exemplaire du Misanthrope de Molière, et que c'était pour elle une question de survie. Et là, il y a quelque chose qu'on nous dit qui est absolument insoutenable, que la culture serait une sorte de supplément d'âme pour Nanty, alors qu'il y a là quelque chose sans lequel il n'y a pas d'existence, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de civilisation. Et je ne comprends pas l'aveuglement général, et la seule défense qu'on entend souvent dans les médias sur la culture, c'est pour des raisons économiques, tel secteur est fragilisé, alors qu'on ne comprend pas, qu'on touche à l'existence de chacun d'entre nous. Et que quelqu'un aille ou pas lire un livre ou au cinéma, c'est pas une question numérique, c'est une question de la vision que nous donnons à l'humanité, de la conception de ce que ça veut dire être un être humain. Et la conception qu'on nous présente d'être un être humain nous atteint d'une manière absolument beaucoup plus grave que nous ne le pensons. C'est une catastrophe. Dominique Mastelli. Oui, difficile de dire des mots plus forts, car effectivement, ce qui fait culture, c'est ce qui fait homme. Imaginez que la culture, que les cultures, et vous avez mis ensemble culture et restaurant.
les religions, les groupes humains sont fondés sur le fait de manger ensemble ou pas, de partager ou pas partager ce qui est vital, c'est-à-dire ce qui nous nourrit. Et je pense que l'être humain se nourrit autant de ce qu'il dit, de ce qu'il entend, de ce qu'il partage, de ce qu'il lit, que de ce qu'il mange à table. Et effectivement, dire que la culture, au sens du ministère, quoi, c'est-à-dire que une activité s'ouvre et puis on doit être compatissant avec les personnes du spectacle, c'est détourner la vérité de ce qui a été volé aux Français et de ce qui est arraché à Sapiens. On n'est pas Sapiens d'ailleurs, on n'est que Sapiens parce qu'on est les seuls du genre Sapiens. Et on est les seuls du genre Sapiens parce qu'on est les seuls à pouvoir constituer quelque chose qui fait culture. Depuis qu'un être humain a posé sa main sur une grotte, a représenté un animal qu'il avait en tête et qui refaisait revivre en le dessinant, il a fabriqué Sapiens. Eh ben, je crois qu'on ne peut pas dire mieux que de repérer que dans cette crise, il y a des choses, et ça rejoint un peu d'autres thématiques qu'a dit Waxman. Il y a eu des dérogations quand il y a crise, que c'est une question de vie ou de mort. On peut mettre entre parenthèses des moments démocratiques, on peut mettre entre parenthèses des cultures. Et ben moi je pense qu'à chaque fois qu'on met entre parenthèses quelque chose qui a à voir avec la culture, on met entre parenthèses quelque chose à voir avec ce qui est notre humanité et le fait que nous ne sommes un que parce que nous ne sommes tous. Anne Girsch. Oui, par esprit de contradiction, je vais être positive. Moi, je ne pense pas qu'on peut supprimer l'humanité comme ça. Je pense qu'au contraire, la crise nous rappelle... Je vais raconter un moment personnel, c'est plus simple. Je suis violoniste, amateur, et j'ai eu l'invitation d'un ancien thésard d'aller en mai à Lille, enfin Valence en fait, il est pianiste aussi. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire de la musique, ce qu'on n'a jamais fait d'ailleurs jusqu'à présent. En réalité, justement, on ne l'a jamais fait. Là, on va le refaire parce que ça nous manque tellement. Mais je ne pense pas qu'on oublie ça. Je pense qu'au contraire, la crise nous renvoie à ce besoin, en fait, et qu'on le chérit et qu'on le refera naître. Ça, je ne suis pas pessimiste à ce point-là. Marie-Frédérique Baquet, votre mot de la fin? Écoutez, je pense que la culture qui était... jusqu'à présent, très très publique, est revenue dans l'alcôve familiale et du cercle restreint. Elle n'a pas, loin de là, disparu. On a vu qu'avec nos outils, on a réussi quand même à contacter aussi bien le théâtre, l'opéra, la danse et le cinéma. Bien sûr, on a fait tout ce qu'on a pu, mais oui, donc ce qui définit l'être humain a été mis à mal, certes. Peut-être est passé dans une réflexion strictement dans le tambour de la machine à laver économique. C'est vraiment la métaphore la plus adaptée. Mais enfin bon, pour moi, elle n'est absolument pas morte, certainement pas. Elle donne lieu effectivement à beaucoup de catastrophes économiques pour beaucoup de gens. Mais la demande n'en est que plus riche, plus importante. Nous avons tous découvert des choses que jamais nous n'aurions découvert si nous n'avions pas été confinés. Donc là, c'est une discussion qu'on peut avoir au niveau du gouvernement. Hein. Là, on a l'air de tomber à bras raccourcis sur le gouvernement. Oui, je pense qu'il faut qu'on discute là vraiment et qu'on ait surtout voix au chapitre au niveau de nos dirigeants. Ça, je crois que c'est vraiment fondamental. Mais après, je félicite la créativité des uns et des autres. Et ceci me rend optimiste par rapport au monde. Merci. Du psychotraumatisme à la culture, je crois qu'on a balayé un certain nombre de questions. On a peut-être trouvé des pistes aussi, et pour savoir ce qui ne va pas, et peut-être aussi pour savoir comment aller mieux. Et donc, je vous remercie pour ces quatre interventions de très grande qualité. Et merci beaucoup de votre participation.
Moi aussi, je vous remercie infiniment. C'était vraiment extrêmement juste. C'était très important, cette session. Et maintenant, nous avons rendez-vous à 18h pour la nouvelle thématique « Cesser d'exister pour rester en vie ». Toujours en direct sur forum européen de bioéthique.eu. Donc à tout de suite.